Les enfants, ce qu'il faut, c'est qu'ils bougent. Et le problème, c'est qu'on est dans un système urbain et que les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus l'espace pour bouger. Et que comme ils bougent plus, ce qu'ils mangent en quantité, ils ne le brûlent pas. Et les États-Unis nous montrent la voie, puisque l'obésité de l'enfant est maintenant, malheureusement, on voit apparaître des diabètes de type 2 chez des gamins de 15 ans. Donc on a un vrai problème. Je crois qu'il y a quelques conseils à donner aux parents. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé avec aujourd'hui la rentrée du docteur Réginal Alouche pour une deuxième saison. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Philippe. Tu as passé de bonnes vacances? Très bonnes vacances. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Grèce. Ouais. Et parce que je savais pas si je pouvais rentrer, parce qu'en fait le problème de partir, c'est pas tellement de partir, c'est de revenir. Et non, ça s'est très bien passé. Il y avait des contrôles à l'arrivée. D'accord. On vous a pris votre température? On a pris ma température. Il y a eu en plus statistiquement, ils prenaient 1 sur 10, ils allaient lui faire de. Il y avait les QR codes. Vous avez été tiré au sort ou pas? Il y avait les QR codes. J'ai pas été tiré au sort. D'accord. Bon. Tout s'est bien passé. Pas gagné comme. Il y avait du monde ou pas? Il y avait beaucoup de monde en Grèce. Ouais. Il y avait beaucoup de monde en Grèce. On y mange bien. On y mange le régime méditerranéen, c'est-à-dire le meilleur du monde. Et les produits sont bons. Et les tomates ont le goût de tomate. Et les concombres ont le goût de concombre. Et voilà. Magnifique. Est-ce que vous avez compris pourquoi dans l'avion, le Covid n'existait plus? Non, le Covid. C'est parce que c'est particulier. Il y a des mesures de sécurité partout. Et une fois que vous êtes dans l'avion, il n'y a plus rien. D'abord, dans l'avion, le personnel navigant insistait pour qu'on garde le masque. Ouais. Mais votre avion était plein ou pas? Il était plein. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis Il était plein, donc il n'y avait pas la distanciation métrique, le mètre de garantie. Il n'y avait pas. Je crois que les gens, si vous voulez, après 4 mois ou 3 mois de serrage de ceinture, en pouvaient plus. Je pense que les vacances ont été une forme de catharsis pour tous les gens et ils avaient envie. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous que ça s'arrête à la porte de l'avion, puisque c'est un peu arrêté à la porte de l'avion, mais honnêtement, c'est coude à coude. Honnêtement, les compagnies ont joué le jeu, hein, franchement, parce que elles jouent leur survie aussi. Comprenez? Donc elles ont joué le jeu. Moi, j'ai pas trouvé ça, j'étais pas plus inquiet que ça, honnêtement, parce que j'avais mon masque, j'avais mon gel, j'ai pas bougé de ma place. Il n'y avait pas de mouvement d'air, c'était un avion moderne, parce que les avions modernes ont des climatisations beaucoup plus filtrées et entretenues, alors qu'il y a des vieux avions qui ont des clims un peu, parce que dans un avion, vous partez avec l'air et vous respirez l'air que vous aviez au départ. Hein, donc les gens qui ouvrent les portes des avions, vous savez, les gens du personnel qui viennent ouvrir les portes savent que l'odeur d'un avion quand on l'ouvre, ce qui paraît, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Voilà. Donc et qu'on sait la destination, la provenance de l'avion au moment où on ouvre la porte, voilà. Ils sont habitués. Ça. Voilà. Et c'est des gens qui ont un métier que je salue parce que c'est pas facile. Hein. Il faut toujours être à l'heure. Il faut ouvrir les portes au bon moment. Il faut mettre la passerelle. Voilà. Bien, alors je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Ça tombe bien, on va parler de la prévention du diabète chez les jeunes. Vous avez publié l'année dernière un livre qui s'appelle La méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Voilà. Puis vous montrez un deuxième livre qui a été justement consacré à la nutrition des enfants. Voilà, et que je voulais aussi recommander. C'est Jean-Michel Le Serre et Madame Sylvie Roy. C'est un bon livre pour se guider un peu et pour la nutrition des enfants, et bon, ça me fait plaisir d'en parler. On a longtemps eu cette idée que les enfants pouvaient manger n'importe quoi, n'importe quelle quantité, ça n'avait aucun impact sur eux parce qu'ils étaient jeunes. Alors, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que le métabolisme des enfants, qu'est-ce que c'est un enfant? C'est vous savez, il y a des animaux, des mammifères qui mettent au monde des êtres qui sont déjà prêts, tout prêts. Le petit homme, lui, il finit sa maturation à l'extérieur. Donc il a besoin de protection, il a besoin. Puis comme c'est un être qui est en division, en multiplication, il brûle tout. Il prend toutes les calories, il les brûle. Le problème, c'est quel type de calories, jusqu'à quand, avec quelle quantité. Parce qu'on a toujours dans l'inconscient social, comme nous sommes les enfants des survivants, on se dit il faut les nourrir. Comme on nourrit la femme enceinte, il faut qu'elle soit grasse, parce qu'il faut qu'elle ait des réserves. C'est pas vrai. Une femme enceinte, quand elle a pris 10-12 kilos, ça suffit amplement. Mais il y a dans l'inconscient social le fait qu'il lui faut des réserves, Ça vient d'une époque où on mangeait pas tous les jours. Ça vient d'une époque où on savait pas si la semaine d'après on avait de quoi manger. Aujourd'hui, on mange trop, tous. Voilà. Donc un enfant, c'est vrai parce que c'est une chaudière. C'est une vraie chaudière. Vous connaissez tous les frigos quand il y a des adolescents. Vous les remplissez, ils se vident. Mais c'est vrai, mais c'est faux s'ils font pas d'exercice. Les enfants, faut qu'ils bougent. Vous savez, par exemple, qu'on se posait toujours la question de savoir pourquoi les gamins sautillent tout le temps, ils courent, ils reviennent, ils sont jamais fatigués.
C'est leur métier. Non, c'est qu'ils ont une structure de fibres musculaires particulière. Ils n'ont pas de fibres musculaires très longues qui mettent beaucoup de temps et qui se fatiguent. Ils ont des toutes petites fibres musculaires qui n'ont pas besoin de temps de récupération. Donc ils peuvent sautiller pendant 10 heures sans être fatigués. Alors que vous faites la même chose, vous êtes à ramasser la petite cuillère et vous avez 3 jours de repos. Donc en fait, les enfants, ce qu'il faut, c'est qu'ils bougent. Et le problème, c'est qu'on est dans un système urbain. Parce que je vous rappelle que dans 10 ans, 95% de la population mondiale sera dans des villes. Et on vit dans des villes qui ont été influencées par des pseudo-grands architectes comme Le Corbusier, je me lance, où il fallait empiler les gens dans des cités, dans des machins, et qu'il n'y a plus de place pour le muscle des enfants. Et que les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus l'espace pour bouger. Et que comme ils ne bougent plus, ce qu'ils mangent en quantité, ils ne le brûlent pas. Et on commence à avoir les mêmes problèmes. Et les États-Unis nous montrent la voie, puisque l'obésité de l'enfant est maintenant, malheureusement, on voit apparaître des diabètes de type 2, c'est-à-dire le diabète qui avant touchait les gens de plus de 50 ans, chez des gamins de 15 ans. Donc là, on a un vrai problème, et c'est pour ça que je profite et je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet. Je crois qu'il y a quelques conseils à donner aux parents pour que leurs enfants soient protégés de cette maladie qui est en train de toucher de plus en plus de monde. Et alors, quand on parle d'éducation, l'éducation alimentaire, ça fait partie de l'éducation, et finalement, on mange comme nos parents nous apprennent à manger. Exactement, c'est-à-dire que malgré, vous savez, souvent on dit oui, mais les ados n'écoutent pas. Alors ça, il faut tordre le cou à ça. Un ado va vous dire ouais, c'est nul, c'est pas bien, moi tu m'intéresses pas, de toute façon vous êtes ringard. Parce que vous savez que les pédiatres, les pédopsies vous disent comment est-ce qu'on a réussi l'éducation de ces enfants? C'est lorsque vos enfants ados disent de toute façon t'es ringard. Être ringard, tout simplement parce que lui s'individualise, il sait faire la différence entre les parents et lui, et il est en train de s'autonomiser. Donc quand il vous dit que vous êtes ringard, souriez plutôt. Dites pas, ouais, mais franchement... C'est bon signe. Ouais. C'est bon signe. Et donc, dans l'éducation, les valeurs, il faut les passer, même si les gamins disent, ouais, machin, mais que s'ils voient leur mère ou leur père prendre le sac de sport, aller faire de l'exercice, ils feront de l'exercice. S'ils le voient devant la télévision tout le temps, ça veut pas dire... faire de l'exercice 1, 2 fois, 3 fois par semaine, mais s'ils les voient tout le temps sur un canapé en train de regarder la télévision religieusement, à ce moment-là, ils ne feront pas d'exercice. Il y a une idée qui circule, docteur Alouche, c'est qu'on serait programmé pour aimer le sucre, vrai ou faux? Est-ce qu'on arrive à avoir des études pour ça? Alors, le sucre, il y a des études, mais il y a surtout quelque chose de très important, c'est le jour où vous naissez et que vous allez chercher le sein de votre maman, si elle allait, ou si vous cherchez le biberon. Si le sein de votre mère, le lait qui en sort, est légèrement sucré, il est bon à la consommation. S'il est acide, légèrement acide, c'est qu'il y a une infection. Parce que quand on a une infection bactérienne, il y a de l'acide. Et donc, en fait, le sucre devient un ami quasi structurel pour vous lorsque vous êtes né. Donc ce goût sucré, alors après, c'est l'enjeu, et merci pour cette question, c'est tout l'enjeu de comment je gère le sucre. Si après, quand il va grandir, vous allez lui donner un yaourt nature et que vous ne mettez pas de sucre, son référent sucré sur la langue, ça va être le lactose. Il y a un peu de lactose, quelques pourcents de lactose, donc de sucre du lait dans le yaourt. Pour lui, ça va être sa référence de sucré. En gros, tout ce qui finit en ose, c'est des sucres. C'est des sucres, exactement. Maintenant, si vous lui mettez du saccharose, c'est-à-dire du sucre en poudre, parce que vous avez l'habitude, à ce moment-là, son goût sucré, ça va être le lactose du yaourt plus le saccharose que vous avez ajouté. Donc, moi, j'ai vu ça chez les enfants où les parents avaient donné à la maison, ils étaient assez comme ça, assez droits, pas de sucre ajouté dans les yaourts, et puis quand ils vont à l'école ou quand ils vont chez la mamie, on leur remet du sucre. Et j'ai vu la grimace, trop sucré. Vous comprenez ? C'est comme les auditeurs qui nous écoutent, qui boivent le café non sucré. Le jour où on leur donne un café sucré, ils n'aiment pas ça. Les enfants peuvent manger beaucoup de bonbons. D'ailleurs, ils peuvent ne pas s'arrêter. Si on prend un sachet de fraises acidulées, ils vont le finir, alors que nous, on trouvera ça peut-être même trop sucré. C'est pour dire. Oui. Qu'est-ce qui explique que finalement, par rapport au sucre, les enfants n'ont pas tellement de limites et qu'ils peuvent manger tellement de bonbons, de barres chocolatées, de biscuits? Parce que les enfants métabolisent très vite. Ils ont un système de métabolisme, c'est-à-dire de traitement de ce sucre, qui est assez rapide. La chose qui est ennuyeuse dans cette affaire, c'est la possibilité que ça devienne une habitude, voire une addiction. Parce que quand vous mangez du sucre,
vous allez avoir un pic d'insuline. Vous allez avoir une réaction du pancréas pour faire rentrer ce sucre dans les cellules ou le stocker. Et puis, au bout de 20 minutes, vous aurez un petit coup de pompe. Parce que quand vous avez une grosse charge de sucre, il y a l'insuline qui a fait rentrer le sucre dans les cellules. Après, vous avez une petite hypoglycémie, vous avez un petit coup de pompe. Et c'est là où ça se passe. S'il reprend, il va commencer à rentrer dans un cycle, en fait, de... vous avez... coup de pompe, oui, exactement. Hop, reshoot, coup de pompe, reshoot. Et il y a une chose qui est très, très intéressante. Je ne sais pas, peut-être que nos auditeurs le constateront chez leurs jeunes enfants. Vous avez des enfants de 4-5 ans, vous leur donnez le goûter sucré, ils sont totalement surexcités pendant une demi-heure. Mais vous les reconnaissez même plus. Parce qu'ils ont une charge de sucre, d'énergie et de dopamine qui fait qu'ils sont complètement... Ils ont plus de réserve, plus de limite. Et puis au bout de 3/4 d'heure, vous retrouvez vos enfants. C'est comme ça l'effet du sucre. L'effet du sucre, c'est qu'il faut en faire un ami. Il ne faut pas en faire un ennemi. Si c'est en trop grande quantité, vous allez en faire un ennemi. Alors qu'il faut apprivoiser le sucre. C'est un bon indicateur. C'est aussi un indicateur de plaisir, de réjouissance pour les enfants. Mais il faut qu'il garde ce statut. S'il est quotidien, pluriquotidien, à ce moment-là, il va perdre ce statut et ça va devenir une dépendance. C'est ça tout le problème. Et c'est facile à dire comme ça, mais c'est extrêmement difficile à pratiquer, d'autant que nos enfants maintenant ont du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'ils ont très tôt de l'argent. Pour acheter des bonbons. Exactement. Et donc, ils vont acheter les bonbons, ils vont manger des bonbons l'après-midi parce qu'il y a une sensation qu'on connaît jusqu'à l'âge de 13-14 ans, qui au goûter, on a très très faim. On a mal au ventre tellement on a faim. Nous, Philippe et moi, ça fait longtemps qu'on a oublié ce sentiment, quoique. Ouais, quoique. Non, le goûter, c'est le moment où on a un coup de pompe. C'est très important. Quand on regarde 17h, c'est un moment où il y a vraiment une baisse de productivité. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ils ont très faim. Et donc, s'ils ont du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent, ils achètent des bonbons. Et la maman qui rentre le soir, qui s'est tapée de faire les courses, de préparer, de machin, ils ont plus faim. Et donc, elle est très déçue. Ça crée des problèmes dans la famille. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais parler des repas. Vous savez, il y a un pédopsie qui dit pas de repas, pas de famille. Le repas, c'est extrêmement important que la famille soit réunie, qu'elle discute ensemble. À table. Qu'elle se réjouisse, parce qu'il y a de la réjouissance dans le fait de se retrouver socialement. Et surtout, je suis désolé de le dire, pas de télé. Pas de télé. Parce que la télé, ça casse le lien familial, parce qu'on se tait, on est tous centrés, fascinés par la télé. Puis il y a un deuxième facteur, c'est que quand on regarde la télévision, vous savez, le centre de l'attention et le centre de la satiété sont dans les mêmes zones du cerveau. Et bien entendu, comme on est les enfants des survivants, nous sommes les enfants des survivants et on ne veut pas être mangés par les bêtes féroces, le fait de l'attention est prioritaire par rapport aux signaux de satiété. Donc quand on est fasciné par quelque chose, il y a même des études qui ont montré que lorsqu'on regardait un thriller un peu stressant ou qu'on regardait des petites pièces sans intérêt, quand on a un thriller plus inquiétant, on va manger plus. Parce que on n'a que la fascination, que l'attention et on n'entend plus les signaux d'arrêt. Donc vraiment, s'il y avait une chose à apprendre aujourd'hui, c'est quand on mange, on est ici et maintenant, on est en famille, on parle de la famille, on parle des proches, on parle de l'information, on commente. Mais ça, c'est ça qui tient le... Vous savez, aux États-Unis, ce qui manque le plus, il n'y a plus de repas de famille. Regardez les séries américaines. Les types, ils viennent avec les sacs le soir en plastique. Ils ont été achetés, ils ont fait du take-out. On cuisine pas et on mange chacun dans son coin. On ouvre un frigo, on met 2 tranches de pain, on met un truc dedans, on se met devant la télé avec une canette. Je veux dire, ça, c'est pas la vie. C'est pas comme ça que ça marche. L'homme est un animal social, basé sur la famille, sur le groupe familial. Alors avant, il y avait le Néandertal qui vivait par groupe de 40. Il n'a pas tenu parce que Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, on vivait par groupe de 300. Donc 340, il n'avait pas le choix. Mais on est des animaux sociaux. Et casser le social, excusez-moi, je vais être très, 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 très dur. C'est vendre du produit. Plus vous cassez du lien social, d'accord ? Vous mettez la télé, vous cassez, vous occupez à ce moment-là le lien familial et le lien social par du produit. Donc vous achetez du produit pour retrouver ce lien. Et aujourd'hui, l'achat et l'achat compulsif, c'est une façon de retrouver du lien social. Même si l'attention aujourd'hui est captée à table par les téléphones portables. D'ailleurs, vous regardez dans une famille, tout le monde... Vous les coupez, le téléphone portable, c'est un ami. C'est toujours la même chose. Il faut gérer ses amis. Ses ennemis, on les connaît. On les connaît. Les ennemis, ça s'appelle le Covid ou la Covid. Encore une fois, je m'y ferai jamais. Mais il y a des ennemis partout. Il y a la cupidité, il y a les méchants, il y a les machins, il y a les fous, il y a les dingues, il y a les trucs. Mais là, bon, bref, les vrais fous, les vrais dingues, pas ceux qu'on voit dans la rue, les malheureux qui ont des problèmes mentaux. Mais la réalité,
c'est que il faut gérer ses amis. Il faut gérer le sucre. C'est un ami, mais c'est un ami qui ne veut pas toujours du bien. Il faut gérer le téléphone portable, qui est un outil extraordinaire, mais il faut arrêter, qui nous empoisonne la vie et qui bip tout le temps. On a du mal, mais... Non, mais à table, quand on regarde, il y a le père, la mère, les enfants, tout le monde a son téléphone portable à table. On le met dans une boîte et on dit voilà, on est en famille. Après, vous faites ce que vous voulez, les enfants. Mais là, on est ensemble. Voilà, c'est très important. On parle un petit peu de prévention. On prenait un exemple qu'on était en train de calculer. Par exemple, si on prend, docteur Alouche, un paquet de 120 grammes de fraises classiques, de fraises bonbons. Bonbons, voilà. Acidulées, on va pas donner la marque, mais on les connaît, les fameuses fraises. Oui. Ça représente quoi pour un enfant ? C'est alors un petit paquet de 120 grammes, c'est 74 grammes et précisément de sucre pur. Voilà. Donc en fait, et vous savez, le sucre, alors dans les grandes catégories, pour convertir en calories. Oui, pour savoir ce que ça fait, parce que tout le monde. Ouais. Un sucre, les sucres, les glucides, c'est 4 calories par gramme. Les graisses, c'est 9 calories par gramme. Mais ça n'a pas la même. Alors on dirait, c'est génial, vous me mangez du sucre que du gras. Que du gras, ouais. Voilà, c'est ce qu'on a dit pendant 40 ans. Le problème, c'est que quand vous mangez du sucre, vous activez un métabolisme qui s'appelle le métabolisme insulinique, c'est-à-dire que votre pancréas va faire de l'insuline, qui est une hormone d'une puissance hallucinante. C'est probablement l'hormone la plus puissante de votre organisme, qui va faire entrer le sucre dans les cellules pour les nourrir. Ça, c'est très bien. Mais le sucre en excès, c'est-à-dire celui que vous ne brûlez pas par l'exercice physique, elle va le stocker dans les adipocytes, c'est-à-dire dans l'abdomen, dans le ventre, dans les bras, dans le visage. Et c'est ça le problème, c'est que plus vous avez d'insuline sécrétée, plus vous grossissez. Donc en fait, sous l'apparence d'un sucre à 4 calories par gramme, on se dit c'est moins que le gras. En fait, ça a un impact sur la santé qui est supérieur. Et d'ailleurs, moi je voudrais dire en tant que médecin, j'aime pas beaucoup le terme de nutritionniste parce que tout le monde est nutritionniste et après tout, nutritionniste ça correspond... Et les micronutritionnistes. Voilà, donc moi je suis médecin, je suis médecin et ça me suffit. Vous êtes très gentil mais moi je suis médecin d'abord et avant tout. Et en fait, moi je suis étonné que dans un pays européen si normatif qu'est la France, tout est normé. Il y a des normes tous les jours. D'ailleurs, on le dit pour le bâtiment, pour le travail. On a des normes partout. Mais alors, il y a un endroit où on n'a pas de normes, c'est combien de sucre on peut ajouter dans les bonbons de nos enfants et dans les préparations pour les enfants. Alors là, il n'y a aucune norme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va dire aux motards, mets des gants, parce que si tu n'as pas tes gants, tu as 2 points de moins, tu as 150 €, machin, des gants de motard. Bon, c'est bien de protéger les motards. Je suis moi-même motard, vous l'avez compris. Mais par contre, le sucre qu'on doit mettre, qu'on peut ajouter dans les friandises des gosses, il n'y a rien. C'est le calme absolu. Donc, il y a un problème de fond. C'est qu'en fait, on a transformé le sucre, qui est un aliment, qui est un additif alimentaire, parce que je rappelle qu'il y a 2 siècles, on ne mettait pas du sucre. On avait de temps en temps une orange, il y a 2 siècles, parce que le sucre, c'est la canne à sucre des Caraïbes, et puis c'est la betterave à sucre des plaines du nord-est de la France. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé cet ami réjouissant qui de temps en temps éclairait les repas, on l'a transformé en ennemi. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas le gérer. On ne veut pas faire face à ça. Pour des raisons que j'ignore. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est le diabète. Et le diabète, quoi qu'on en dise, c'est pas lié au fait de vieillir, de machin, de trucs. C'est 2 choses. C'est la sédentarité, manque d'exercice physique. Et deuxièmement, une surconsommation alimentaire et particulièrement de sucre simple. Alors selon les études, il y en a plusieurs, les petits Français mangeraient 2 à 3 fois trop de sucre. Mais finalement, si on dit 2 à 3 fois trop de sucre, c'est quoi la bonne quantité ? C'est 2 à fois 3 par rapport à quoi ? Alors d'abord parce que ça dépend des âges, et puis il y a surtout le fait que les recommandations du programme Nutrition et Santé en France, c'est de consommer dans la ration à 100%, 55% de glucides, c'est-à-dire, mais dans les glucides, les 55%, c'est à majorité des céréales complètes ou des légumineuses. Et la place des sucres dits simples, c'est moins de 10%. Et on en est aujourd'hui pour un enfant, on est largement au-dessus de ces 10%. Donc en fait,
Le problème, c'est le message. C'est difficile pour les gens du PNNS de dire, alors, il faut 55%. Ils le disent, hein, les céréales complètes, les légumineuses. Mais après, il faut que l'index glycémique, c'est-à-dire que la cuisson... Vous comprenez ? Le problème, c'est que les discours, c'est compliqué. Il faudrait même que ça se fasse à l'école. Moi, je sais parce que j'avais milité il y a 15 ans pour qu'on le fasse à l'éducation nationale. Et la réponse de l'éducation nationale à l'époque, c'était de dire l'école ne peut pas tout faire. Et je comprends, parce que si vous transformez les instituteurs en nutritionnistes, c'est compliqué quand même. Il faut les former. D'accord, mais est-ce que les enfants sont sensibles au message de prévention ? Alors, moi, je vais vous dire, la prévention, c'est un environnement. C'est pas, vous prenez un gosse entre quatre yeux et lui dire « Ah, c'est pas bien de faire ça », parce que vous savez très bien qu'il va le faire. D'accord ? Parce qu'on fait toutes nos expériences, c'est de l'apprentissage. Par contre, s'il y a un environnement de prévention, hein, là, aujourd'hui, tous les gamins savent que fumer, ça tue. Hein. Voilà, ça, c'est simple, c'est marqué sur les paquets. Alors, il y a des gamins qui, pour se donner une contenance, parce que quand on est ado, on a besoin de la collectivité, mais on a besoin de se sentir unique. Donc pour se sentir unique, on a la gestuelle de la cigarette, alors on met la main pour l'allumer, puis on lâche la première... Vous les voyez auprès des collèges, toute cette gestuelle de j'existe. Vous avez vu, je suis capable de fumer. Mais la réalité, c'est qu'il y a un environnement de prévention et qu'on finira par gagner cette guerre. Pour le sucre, c'est la même chose. Pour le sucre, il faut que le sucre et l'alimentation en général, parce que diaboliser le sucre, ça sert à rien. Parce que de toute façon, on en mangera encore. Hein ? Ce qu'il faut, c'est comment je gère mon ami le sucre. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on a Karim avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour docteur. Bonjour. Alors moi j'avais une question, je ne sais pas si elle est simple ou compliquée. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des possibilités de reconnaître des signes précurseurs d'un diabète, des symptômes tout simplement, hormis la prise de sang et tout le suivi qu'on peut avoir derrière ? Alors, il y a dans votre question qui est intéressante, il y a deux réponses. Il y a l'adulte et l'enfant, et l'adolescent plutôt. Hein. Parce que je voudrais tout de suite écarter un point, c'est que chez l'enfant, très tôt, à l'état de nourrisson ou à l'âge un peu plus âgé, on peut avoir des diabètes de type 1. Vous savez qu'il y a deux diabètes. Ouais. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, qui est une maladie au fond qui est plutôt liée à une mauvaise réponse immunologique, c'est-à-dire des anticorps, contre le propre pancréas de l'enfant. Et ça, c'est une maladie qui nécessite ensuite de faire de l'insuline, maladie bien connue. Les enfants qui sont bien traités aujourd'hui, il y a même des pompes à insuline, donc tout ça va bien. C'est moins de 10% des diabètes. Et puis le gros diabète, c'est le diabète de type 2, qui est lié en gros à un manque d'activité physique, un mauvais métabolisme des sucres et surtout une surconsommation. Voilà, alors chez les enfants et chez les adultes. Donc le diabète de type 1, on l'évacue parce que c'est une maladie particulière. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des choses extrêmement intéressantes sur la vaccination, puisque les Australiens, alors c'est vraiment tout chaud, hein. Les Australiens ont vacciné contre certains rotavirus et entérovirus, parce que vous savez que les enfants ont souvent des diarrhées, les nourrissons, des diarrhées, et on s'est aperçu que quand on vaccinait les enfants contre ces rotavirus, on avait 50% de moins de risque d'avoir un diabète de type 1. Donc je pense que là, il y a tout un pan de la recherche, et je le dis aux auditeurs, qu'il faut, parce que je sais que... qu'on va nous rajouter un vaccin, docteur Alouche. Écoutez, l'histoire des vaccins, c'est pas une histoire, c'est une histoire, il faut vacciner. Le problème, c'est qu'avant, il y avait un pentavalent qui était avec 5 vaccins, ouais. Et puis maintenant, il y a un décavalent. Tout augmente, c'est comme les impôts. Parce que il y en a combien aujourd'hui ? Il y a aussi, maintenant, on en fait 10 ou 12. D'accord. Alors qu'avant, on en faisait 5. Donc, en fait, on va pas rentrer dans la polémique. Alors, pour la question de Karim. Juste sur les vaccinations, il faut vacciner. La polémique, elle est sur est-ce qu'on pouvait pas augmenter le prix du pentavalent. Voilà, ça, après, on va arrêter parce que machin. Mais il faut se vacciner. Parce que, vous savez que la polio qu'on avait complètement éradiquée commence à revenir. Poliomyélite. Donc, il faut arrêter avec ces histoires de pas vacciner et d'aluminium et de machin et trucs. On sait qu'il y a certains enfants qui risquent d'avoir des problèmes, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vacciner. Alors, donc on revient au diabète de type 1. Donc, le diabète type 1, on l'évacue, c'est un diabète classique, enfin, entre guillemets classique malheureusement, mais qui touche à l'enfance, à l'adolescence, rarement après 20 ans. Ensuite, vous avez le diabète de type 2, qui est celui qui touche traditionnellement les plus de 40 ans aujourd'hui, les plus de 25 ans aux États-Unis aujourd'hui. Et il y a des premiers signes avant-coureurs chez l'adulte. C'est une certaine irritabilité, des problèmes, alors pour les hommes, certains problèmes d'érection. Je suis désolé d'en parler, mais c'est la réalité. Aussi une somnolence après le repas.
hein, on somnole un petit peu, on a même du mal à... vous savez, c'est ces réunions où vous avez ces collègues qui s'endorment vraiment, hein, et c'est pas parce qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas, c'est une hypersomnie qui est liée, voilà. Il y a aussi parfois, chez certaines personnes, des petites plaques dans le cou, des petites plaques un peu rosacées dans le cou, mais il n'y a pas de symptômes. J'ai vu des envies fréquentes d'uriner. Alors ça, c'est quand ça commence, quand le diabète de type 2 commence à s'installer. Alors, l'envie fréquente d'uriner, d'avoir très soif et d'uriner tout le temps, ça c'est le diabète type 1. Parce que le mot diabète vient du grec diabétès, qui veut dire qui traverse. C'est-à-dire qu'on s'était aperçu dans l'Antiquité que les gens qui avaient ce diabète, ils buvaient, ils pissaient, ils buvaient, ils pissaient, ils buvaient, ils pissaient. Maintenant, vous parlez de gens qui ont besoin de pisser plus fréquemment qu'avant. Alors, ça peut, effectivement... Est-ce que ça peut être un signe annonciateur de diabète ? Ça peut être un signe annonciateur de diabète. Ça peut aussi être un signe annonciateur d'hypertension, parce qu'il faut vider un peu le volume intravasculaire. Donc, il faut consulter en tout cas et faire une glycémie. Glycémie, ça coûte rien. Le pharmacien vous fait une glycémie à jeun. Et je rappelle les chiffres. Les chiffres, c'est la normale, c'est entre 0,75 et 1,05 g par litre. Entre 1,05 g par litre et 1,26 g par litre, c'est le prédiabète. C'est-à-dire un prédiabète, c'est un état réversible. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière si on fait 3 fois 50 minutes d'exercice et on perd 5% de son poids en kilos. Et puis, au-dessus de 1,26 à 2 reprises à 15 jours, c'est le diabète de type 2. Karim, est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que vous voulez apporter un complément ? Un léger complément, alors. Oui. Ça répond tout à fait à ma question, je vous remercie, docteur. Oui, Karim. Le complément, ce serait... Donc, moi, j'ai un terrain dans la famille de diabète. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à me donner, hormis l'alimentation, évidemment, ça c'est certain. Alors, puis pour mes enfants également. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un père ou une mère, ou un père et une mère diabétiques, on a beaucoup plus de risques d'être diabétique soi-même. Hein. Il y a un facteur familial réel. Donc, si vous avez ce cas-là, à ce moment-là, il faut vraiment que vous soyez plus attentif et que la clé absolue, c'est de faire de l'exercice physique et d'en faire comme un rituel. C'est-à-dire, vous vous posez pas de questions, même s'il pleut, il vente, il neige, vous faites vos 3 fois 50 minutes d'exercice ou 2 fois 50 minutes, déjà c'est pas mal en mouillant la chemise, mais vous faites ça comme un rituel, c'est-à-dire que comme un job. Voilà. Et ça, c'est très important. Deuxième chose, il y a beaucoup de nos auditeurs qui mangent beaucoup de pain, parce que c'est culturel de manger du pain. Et le pain blanc, c'est du sucre. Parce qu'il a un index glycémique très élevé. Donc, réduire la quantité de pain à quelque chose de raisonnable. On peut raisonnablement manger une demi-baguette pour les 3 repas, mais pas plus. Une demi-baguette pour la journée. Dans la journée, oui. Voilà, c'est ça, oui, donc oui. gérez votre quantité de pain prédécoupée. Pas une demi-baguette par repas. Voilà, Ouais. et vivez le pain comme un additif, mais pour faire de kiff, si j'ose dire, parce qu'on aime bien saucer, on aime bien machin, mais gérez-le. Parce du pain, on peut en manger, mais une baguette à chaque repas, si on veut, parce que c'est du sucre. Donc qu'est-ce que c'est le pain ? C'est de la farine de blé. La farine de blé, c'est un peu de protéines et beaucoup de sucre. Donc on a ce sucre qu'on va ingérer, et plus le pain est complet ou plus le pain est aux céréales, et aujourd'hui vous avez des traditions céréales, ou même le pain noir qu'on appelle le Schwarzbrot, qui a un index glycémique très bas parce qu'il est très riche en coque et moins riche en sucre. Est-ce que Karim a besoin de faire une glycémie ? Oui, de toute façon, je vais vous dire, il faut 1 fois par an se faire une petite glycémie, se faire un petit bilan. Ça, c'est toujours important, ça coûte rien, les pharmaciens le font. Maintenant, aujourd'hui, vous savez que les infirmières, je crois que la loi va changer, elles vont pouvoir les faire. Donc, franchement, une glycémie au bout du doigt sur une bandelette, ça suffit à avoir une bonne indication. Il faut que ça se fasse, bien entendu, à jeun, parce que sinon, on ne peut pas interpréter, parce que je rappelle que la glycémie à jeun, elle doit être entre 0,75 et 1,05 le matin. Et, sauf pour les femmes enceintes, je rappelle que les femmes enceintes ont une glycémie à jeun qui doit être plus basse que la moyenne, puisqu'elles doivent être inférieures à 0,9 g par litre. Je le dis aux auditrices qui nous écoutent. Et que c'est pas parce que la glycémie est dite normale sur le compte rendu du labo, une femme enceinte, c'est moins de 0,9. Voilà. Et donc, il fait une glycémie. Et puis, s'il veut être encore plus rassuré, il fait ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée. C'est-à-dire un prélèvement au sang qui se fait en laboratoire, en pourcentage, et qui donne la vision de la glycémie sur 3 mois.
Donc c'est très intéressant parce qu'on peut avoir une glycémie à jeun basse, mais une glyquée un peu augmentée. Et Karim parlait de ses enfants. Est-ce que les enfants doivent faire aussi cette glycémie ou pas, ou c'est pas... Franchement, les enfants, s'ils mangent normalement, s'ils sont actifs, s'ils font du foot, s'ils sont pas coincés toute la journée devant la télévision et qu'ils dorment suffisamment, parce qu'on n'a pas parlé du sommeil, mais le sommeil c'est très important, on en parlera tout à l'heure. C'est pas la peine de s'inquiéter. Il faut pas trop s'inquiéter. Ce qu'il faut, franchement, je pense que tous les gens qui nous écoutent, ils savent ce que c'est que le raisonnable, et ils savent quand ils sont pas raisonnables. D'accord ? Le sucre, la fête, les gâteaux, on le faisait il y a 50 ans quand c'était la fête, quand on avait les moyens, quand on pouvait se payer ça. Aujourd'hui, on peut se payer tous les jours et on peut les manger tous les jours. C'est pas raisonnable. Alors, on parle de la prévention du diabète, le diabète de type 2, donc ce diabète de l'âge qui rajeunit avec de plus en plus de jeunes qui sont diabétiques de type 2. Vous disiez à partir de 16 ans. Un gamin qui aujourd'hui est diabétique de type 2 à 16 ans, donc le diabète a mis combien de temps à s'installer ? Il a mis très peu de temps. Il a mis 5-6 ans. Alors que chez un adulte, il va mettre 15 ans. Voilà, mais ça, c'est des gamins qu'on voit particulièrement beaucoup plus aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants obèses aux États-Unis. En France, il y a à peu près 5% d'enfants obèses. C'est beaucoup et c'est pas énorme non plus. Faut pas exagérer. Nos enfants sont pas. La France résiste parce que la France a des traditions. Elle a une tradition très importante, c'est le repas de famille. Ça, c'est une tradition qu'il faut, mais coûte que coûte maintenir. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que cette tradition se fasse sans la télévision au milieu, qui est une invitée dérangeante, parce qu'elle passe des messages qui sont des messages commerciaux, pas des messages familiaux, des messages commerciaux, pas des messages de bon sens et des messages nutritionnels. C'est-à-dire que les gens qui font la télé, il n'y a pas de complot, Ils font du business, donc il n'y a pas de complot à faire du business. On fait du business depuis la nuit des temps, mais il faut savoir relativiser les choses. Et aussi, il faut bien se mettre dans la tête que votre gamin, le mercredi après-midi, si vous le laissez devant la télévision, il va absorber à peu près 1h30 de publicité sur des friandises, des gâteaux, des machins, des trucs. Des glaces. Voilà, combien vous allez passer de temps à lui expliquer comment bien manger dans la semaine ? Il a 1h30 d'un côté et vous allez donner quoi ? 5-10 minutes avant que ça l'ennuie ? Vous voyez que la guerre, elle est difficile à gagner. Donc, il faut absolument garder le rythme des repas familiaux et qu'on est là, on mange, on parle ensemble, on se réjouit ensemble, on s'engueule ensemble. Mais au moins, il se passe quelque chose parce que quand on parle pendant qu'on mange, on mange différemment. D'abord, on a des repas qui durent plus longtemps. Tous les enfants qui grossissent sont des enfants qui gobent, qui avalent tout, très vite, en 5 minutes. Et après, ils s'en vont. Voilà. Donc, il faut vraiment, religieusement, le repas, c'est la famille, c'est le groupe et c'est vital. Donc, et ça dure, c'est ça. Et ça dure. Faut pas non plus que ça dure comme certains repas de famille 1h30 parce que là tout le monde a envie de Mais il faut une demi-heure. Voilà, il faut qu'une demi-heure et on papote et on machin et on discute et trucs. Et à la fin, vous voulez voir un peu de télé, on peut regarder un peu de télé, c'est pas grave, mais on s'est dit le principal. Deuxièmement, il y a un point très important pour les enfants en termes de prévention, c'est le sommeil. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. En fait, nos enfants dorment de moins en moins. Et comme on a de plus en plus d'écrans, alors on ne va pas rentrer dans la litanie des écrans, ça c'est autre chose encore, vous pouvez faire une émission de 3 jours dessus. Non, on peut faire, voilà, c'est ça, 3 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que, vous savez que les écrans sont faits à base de LED, donc Light Emission diode, c'est une diode qui met, mais elle émet toujours sur le bleu. Et figurez-vous que le bleu, c'est le signal du réveil pour le cerveau. Donc, quand vous êtes à 11h du soir devant une tablette avec un signal bleu, le cerveau, au lieu d'aller dormir, il se réveille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, ou pire, qui s'endorment parce qu'ils sont épuisés. Donc ils dorment, soit la télé reste allumée, soit la tablette elle est tombée. Et à 2-3 heures du matin, ils se réveillent. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent le savent. Et donc ça, la clé, c'est couper vos tablettes et vos écrans. Et pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin ? Parce que votre cerveau, d'un côté, votre corps est épuisé, mais votre cerveau, lui, il a eu l'indication du réveil. Je vous rappelle que dans notre cerveau, on a un noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. C'est toujours compliqué les noms de cerveau. Suprachiasmatique, qui est l'horloge de votre corps. Il est fait pour endormir vos organes à la nuit tombée et il est fait pour réveiller vos organes au point du jour. C'est comme ça que ça marche, les hommes depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, le jour, la nuit... Pourquoi d'après vous, il y a autant d'alcoolisme et autant de problèmes d'obésité dans les pays nordiques ? Parce qu'ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit parfois. Ils ont des hivers où il n'y a pas de jour, puisqu'il y a 4 heures de jour. Donc ils ont des problèmes d'horloge. C'est difficile, et c'est pour ça qu'ils sont moins peuplés.
Vous avez peut-être remarqué que les pays du Nord sont moins peuplés. C'est vrai qu'ils ont de la place. Voilà. Et donc, pour terminer là-dessus, le soir, coupez votre tablette, coupez votre télé, le machin et tout, ouvrez un livre. Parce que le livre, il est noir sur blanc. Vous allez vous concentrer, vous allez laisser votre cerveau aller imaginer des choses. Ça peut être un essai ou un roman. Et là, vous pouvez vous endormir et vous ne vous réveillerez pas. C'est des trucs idiots, hein, mais c'est comme ça. On vit dans un monde moderne. C'est pas, il ne faut pas dire « Ah bah, je vais retourner dans la caverne ». Tout ça, c'est complètement crétin, tous les débats sur le machin. Là, on est des hommes. On fera tout ce qu'on peut faire parce qu'on est une espèce comme ça. Mais il faut juste en faire des amis. C'est ce que je dis avec le sucre, avec l'alcool. Il faut que ce soit des amis. Les amis, on les gère. On les tient à distance. Et les nouvelles technologies. Exactement. Voilà. Voilà pour le sommeil. Et puis il y a la sieste pour les enfants. La sieste, jusqu'à un certain âge, c'est bon que l'enfant fasse la sieste. Parce que, qu'est-ce que c'est la sieste ? La sieste, c'est un moment de repos pour le cerveau. Mais pendant ce temps, il refait des combinaisons neuronales. Et vous savez très bien que quand on apprend quelque chose la veille, après une nuit de sommeil, on l'a consolidé. Si on va à un examen, 1 heure avant, on se lève, on regarde le truc, on ne l'a pas mémorisé. Il y a une façon de stratifier et d'intégrer, de sédimenter la connaissance. Et le sommeil, ça régénère les neurones, ça libère le cerveau, ça le calme, mais surtout, ça permet de sédimenter ce qu'on a appris dans la journée. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à ne pas sauter de repas ? Alors, parce que le saut du repas, parce qu'encore une fois, nous sommes les enfants des survivants, et que quand on saute un repas, l'organisme se met en mode épargne. Il se dit, la chasse n'a pas été bonne, hein, et il va falloir, le prochain repas, il faut que je le stocke, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je vous rappelle que nous sommes faits pour survivre, nous sommes faits pour capter, nous sommes faits pour garder. Et donc, aujourd'hui, on vit dans une époque où, je rappelle que la recherche alimentaire, il y a encore 60 ans, c'était quelque chose. Tout le monde se levait le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire à manger, comment je vais manger, et ainsi de suite, pour la plupart des gens. Aujourd'hui, il y a franchement à manger pour tout le monde, sauf dans les zones de conflit où la règle, c'est d'affamer l'ennemi. Hein. C'est pour ça qu'on a des famines. Toutes les grandes famines sont liées à des conflits. Entre ethnies, entre tribus, entre pays, voilà. Mais aujourd'hui, on a tous de quoi manger. Donc, cette recherche alimentaire, elle est très importante. Et si on saute un repas, eh bien, l'organisme se met en mode « je garde ». Le prochain repas, je vais garder. C'est ces hommes qui sont très occupés. À midi, ils ne mangent pas. Quand ils rentrent chez eux le soir, ils dévorent tout. Et tard. Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et ils mangent tard. Comme ils mangent tard, ils vont se coucher après. Eh ben, ils gardent. Parce que ils dorment sur la digestion, comme on disait. Et on stocke. Alors que le matin, quand vous mangez, le matin, vous allez au moins faire aller. Même si vous êtes sédentaire, vous allez faire 1000, 2000 pas. Vous allez quand même bouger, vous allez le brûler. Ouais. Voilà. Sinon, le soir, vous dormez là-dessus. Et vous dites, mais je ne comprends pas, docteur, je ne mange pas à midi, je n'ai pas l'impression de rien. Mais le fait de manger tard et de dormir dessus, ce n'est pas une très très bonne affaire. Alors, beaucoup de questions, docteur Alouche, concernant la dernière émission que vous avez faite avant les vacances qui concernait le fructose. Oui. Alors, on vous pose des questions sur la confiture. Est-ce que, pour vous, la confiture, c'est pire que le jus de fruits ? Alors, c'est encore Il y a énormément de questions sur les jus de fruits. Toi, je veux dire que les gens ont appris beaucoup de choses et veulent savoir. Alors, déjà, la confiture, est-ce que c'est plus... C'est toujours la même chose. C'est une question de quantité. C'est même pour le Nutella, c'est pareil. C'est une question de quantité. Dire les confitures, faut les jeter. Le Nutella, c'est interdit. Tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais ça dépend qu'est-ce que vous mettez sur votre tartine. La confiture, c'est donc des fruits, fructose. C'est du fructose et du saccharose. Et du saccharose. Parce donc, qu'on l'alliance des deux. L'alliance des deux. Il y a pas mal de. Il y a quand même pas mal. C'est que des sucres. Voilà. C'est exclusivement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du sucre. Donc, il faut être intelligent. Qu'est-ce qu'il y a ? Une tartine de pain. Qu'est-ce que c'est le pain ? Du sucre. C'est de l'amidon, donc c'est des sucres complexes. Si c'est pas un pain blanc, parce que si un pain blanc, c'est comme si vous mangez du sucre. Hein. Bon. Si c'est du pain plus tradition ou du pain au levain, ça va déjà beaucoup mieux. Le beurre, c'est du gras. Bon, c'est bon, le gras, parce que dans le beurre, vous avez des acides gras saturés qui vont vous permettre d'avoir moins faim. Mais aussi, ça dépend comment vous mettez. Soit vous mettez 3 mm de beurre, soit vous étalez le beurre. Et alors, la confiture, c'est quoi ? C'est du sucre. Donc, vous avez du sucre, du gras, du sucre. Du gras, du sucre, du gras et du sucre.
c'est ce qui se stocke le mieux. Donc ce qu'il faut raisonnablement, mais comme on est le matin, je viens de l'expliquer, vous allez pouvoir le brûler. Ce qu'il faut, c'est mettre juste ce qu'il faut de beurre, tranquillement, raisonnablement, et mettre juste ce qu'il faut de confiture, un tout petit peu de confiture. Si elle est sans sucre ajouté, eh ben c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on n'a que le fructose, mais une petite quantité, quelques grammes. Et c'est pour ça que ça me permet de faire le lien avec le jus de fruits. C'est quoi un jus de fruits ? C'est un fruit qu'on a pressé, d'accord ? Et on a un verre. Alors ça dépend de la taille du verre. Si vous pressez une orange seulement, vous allez avoir un petit verre. Vous allez avoir un shot, un petit shot. Là, votre foie, il va voir arriver une orange. Mais si vous prenez un jus d'orange avec un grand verre d'eau, vous savez le grand verre d'eau là, le verre à eau, à ce moment-là, vous avez 3 ou 4 oranges. 3 ou 4 oranges, vous allez voir arriver entre 40 et 60 grammes de fructose. Alors justement, sur cette émission concernant le fructose, on vous dit que vous n'avez pas parlé des fameux extracteurs de jus qui se vendent de plus en plus. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de... Moi, je pense que le problème de tous les jus, qu'ils soient extracteurs ou pas extracteurs, c'est les fibres. En fait... Mais pourquoi c'est un problème ? Parce que là, justement, vous avez été interrogé là-dessus, on dit, mais justement, c'est bon les fibres. Oui, il faut prendre les extracteurs qui gardent les fibres. Le problème, c'est la quantité. C'est-à-dire que dans les extracteurs, vous avez ceux qui vous permettent de faire du fruit ou du légume. Le légume n'est pas riche en fructose. Donc vous avez les fibres plus les vitamines des légumes. D'accord ? Le seul truc, c'est que n'oubliez pas que pour avoir une bonne satiété, il faut mâcher. Parce que le système de mastication, si par exemple je vous donne une cuillère à soupe d'huile d'olive, et je vous dis, allez, Philippe, avalez-la, vous n'aurez pas mangé pour votre cerveau. Parce que votre cerveau, manger, ça veut dire mâcher. D'accord ? Donc si je vous fais gober un repas, votre cerveau, il aura toujours faim, toujours aussi faim, alors que vous avez pris la dose calorique. Exemple McDo, enfin beaucoup de McDo de temps en temps, pourquoi pas ? Le problème du McDo, c'est que tout est mou. Donc l'extracteur de fruits, s'il permet de conserver les fibres. Oui. Si permet de conserver les fibres et que ça n'est pas que des fruits, parce que sinon il y a toujours la quantité de fructose. Votre foie. Voilà, il faut recommencer à expliquer parce que c'est très bien de répéter, c'est enseigner. Voilà, vous avez 2 types de sucre. Vous avez le fructose et le saccharose. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Le saccharose, c'est le sucre en poudre. Le sucre en poudre, c'est une molécule de fructose et une molécule de glucose. Quand vous avalez du saccharose, du sucre en poudre, la molécule de glucose, elle peut être utilisée par toutes les cellules de votre corps parce que ce qui est utilisable dans le corps, ça n'est que le glucose. Le fructose doit subir une transformation dans votre foie et accessoirement dans l'intestin grêle. Donc, à ce moment-là, le foie, quand il gère le fructose, il ne peut pas gérer autre chose. Il lui faut un nombre d'enzymes incroyable pour lui. Ce n'est pas une transformation facile. Donc, de temps en temps, manger un fruit, 2 fruits par jour ou 3 fruits par jour, le foie, il s'en fiche. Mais un jus de fruits avec 4 oranges dedans, ça lui fait une petite... Alors, encore une fois, vous êtes un gamin, vous brûlez des calories, vous êtes au foot, vous êtes au machin, vous avez accéléré votre métabolisme, mais vous avez 55 ans, vous bougez pas beaucoup et vous tapez une dose comme ça, c'est pas indiqué. Alors, il y a une question de Denise qui vous demande, docteur Alouche, si on apprend qu'on a une stéatose hépatique et qu'on se met alors à ce moment-là à faire très attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, est-ce qu'on a l'espoir de retrouver un foie normal et en combien de temps ? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le foie est le seul organe de votre organisme qui se régénère, qui est capable de repousser. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Si il est en bon état, c'est-à-dire si il n'a pas de fibrose. Parce que vous comprenez bien qu'une cellule qui souffre, pendant 1 an, ça va. Pendant 5 ans, elle va se protéger, elle va mettre autour d'elle une petite muraille. Et cette petite muraille va faire qu'au lieu de faire une centaine de transformations, elle n'en fera plus que 50. Et à ce moment-là, c'est différent. Donc, la bonne nouvelle, si vous avez ce qu'on appelle une NASH, c'est-à-dire une stéatose non alcoolique, en anglais non-alcoolique stéatose hépatique, NASH, c'est réversible. Si vous faites ce qu'il faut, si vous consultez votre médecin et qu'il vous met un régime particulier pour que cette NASH disparaisse, elle est réversible. Maintenant, si vous attendez trop longtemps, à ce moment-là, elle peut se transformer, il peut y avoir une fibrose, et dès qu'il y a la fibrose, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, le conseil, si vous avez un doute, vous allez voir votre médecin, il va vous faire un prélèvement sanguin pour mesurer ce qu'on appelle les enzymes hépatiques qui s'appellent ASAT et ALAT. En sachant que le ALAT, c'est le plus important parce qu'il est spécifique du foie. Vous verrez aussi SGOT, SGPT dans les anciennes références. Si vous avez une augmentation des ALAT,
là, il faut faire quelque chose parce que ça veut dire que votre foie souffre. Et il y a maintenant aujourd'hui un nouvel examen qui commence à diffuser qui s'appelle l'élastométrie, le fibroscan, qui permet de mesurer la fibrose et de mesurer la stéatose, et pour être sûr, parce qu'on peut faire une échographie au début pour voir s'il y a du foie gras, mais après pour mesurer l'impact du foie gras, il faut faire ce qu'on appelle l'élastométrie. On va faire une émission là-dessus. Et vous pratiquez cet examen, je crois, non ? Oui, moi je le pratique parce que je pense qu'on ne peut pas répondre aux gens si on n'est pas capable de mesurer ce qu'on fait. Vous avez l'appareil j'ai eu la chance de me voir confier l'appareil parce qu'il est très très coûteux. Et j'ai eu la chance de me voir confier l'appareil pour faire des examens. Et c'est vrai que j'ai vu une patiente dernièrement qui n'avait aucun signe, qui avait une obésité, qui n'avait aucun signe, mais quand on lui fait l'élastométrie, elle avait une vraie NASH. Mais on peut avoir une NASH en étant fin, en fait. On peut avoir aussi une NASH en étant fin. Ça veut dire qu'en fait, on peut... Oui, ouais. Vous savez ce que c'est ? C'est les gens qui mangent, vous savez, ceux qu'on admire, là, qui mangent n'importe quoi, qui grossissent jamais. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire d'adipocytes, de stockage. Et à ce moment-là, c'est le foie qui stocke à la place des adipocytes. Allez, une question sur les fruits encore, docteur Alouche, avant de terminer l'émission. C'est une auditrice qui vous dit que les oranges, les prunes, les abricots, les pêches ne sont pas plus sucrés qu'une pomme. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est à peu près la même chose. C'est en fait la quantité de fibres qui est intéressante, mais cette auditrice a absolument raison. On dit la pomme parce que c'est la plus facile à emporter et que l'après-midi, c'est plus facile d'emporter une pomme qu'une pêche parce que vous la prenez le matin, dans votre sacoche, l'après-midi, elle est morte. Mais vous n'avez pas dit dans l'émission que manger des fruits était dangereux, c'est manger trop de fruits qui est dangereux. Non, surtout pas. Les fruits, c'est un trésor. Mais il ne faut pas dépasser 3 par jour. Moi, je connais des gens qui en font un régime de 8, 9 fruits. Ça, faut pas. Là, on est reparti pour la période régime raisin, là, d'ailleurs. Là. Oui, alors le raisin, il faut le domestiquer aussi. Il faut en faire un ami, c'est-à-dire un ami à ma façon, c'est-à-dire il faut le contrôler. Parce que le raisin, on ne sait pas s'arrêter. On prend une grappe, on commence, c'est comme les cerises. On n'arrête pas. Et donc, il y a 3 fruits qu'il faut savoir gérer. C'est la banane, parce que c'est un des fruits qui a de l'amidon pur, de l'amidon en plus du fructose. Le raisin, parce qu'il est très sucré, il est très riche en fructose. D'ailleurs, on en fait du vin. C'est pas par hasard si on fait du vin. Et facile à manger, en fait. Facile à manger. On le pique. Ouais. Et les cerises, mais qui sont plus de saison. Voilà, donc ces 3 fruits... Qui sont tellement chers, de toute façon, qu'on s'arrête forcément. Oui, mais alors attendez, sur le cher, il faut être très clair. Faut bien savoir qu'aujourd'hui, si on veut bien manger, ça va coûter un peu plus cher qu'avant. Parce qu'on ne fera pas du bio de qualité et on ne fera pas des aliments de qualité si on ne veut pas les payer. Ça, il faut vraiment que les gens se préparent à ça. Docteur Alouche sur Beurre FM, donc vous réécoutez l'émission en podcast beurrefm.net. L'émission sera en ligne dès demain. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous avez dépassé les 3 millions de vues, Docteur Alouche, quelle célébrité. C'est grâce à vous. Voilà, écoutez, revenez quand vous voulez, on vous retrouve le mois prochain. On parlera de la NASH parce que c'est un vrai. Il y a beaucoup de questions sur cette fameuse NASH, nouvelle maladie d'ailleurs. Et demain, c'est Maître Serran qui est avec nous. Passez une belle journée santé sur Beurre FM.